Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Covid-19 à vos questions. Ce soir, nous allons évoquer avec notre invité déjà au plateau, docteur Zouera Sesso. Il est médecin cardiologue. Ce thème, Covid-19, réouverture des économies africaines. L'OMS prévoit une hausse graduelle des cas. Bonsoir, docteur, et merci. Bonsoir, monsieur. Alors, d'entrée de jeu, le monde se rapproche peu à peu de 2 millions de cas d'infection officiellement diagnostiqués dans 193 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Pourquoi la pandémie continue pas faire son chemin, on ne sent pas un ralentissement dans tout son ensemble? Nous avons constaté que la pandémie ne cesse de croître dans presque tous les pays. Oui. Et dans certains pays, on assiste à une croissance alarmante, voire exponentielle dans certains pays. Aujourd'hui, le monde entier a dépassé par les 2 millions. Nous sommes à presque 21 millions de cas diagnostiqués dans le monde. Et voilà. Donc, pourquoi la pandémie continue d'accroître? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est déjà la négligence de tous. Et pour certains aussi, la défiance, même si plusieurs personnes aujourd'hui sont conscientes que la maladie existe, il y a d'autres qui s'en fichent et qui continuent leur vie comme si rien n'était. Il y a aussi, pour certains, le déni de la maladie. D'autres pensent que cette maladie n'existe pas. La deuxième raison, c'est le non-respect des mesures barrières de protection et des règles d'hygiène. Et la dernière raison pour moi, c'est la levée des mesures restrictives de déplacement et de liberté. Alors, nier la présence de cette maladie, c'est quand même plus ou moins compréhensible, non? Visiblement, quand on essaie un peu de voir ce qui se passe là. Mais à voir si vous faites attention, c'est quand même marrant aujourd'hui que quelqu'un nie l'existence de cette maladie. Tellement les médias, vous en parlez, on en parle de gauche à droite, on appelle les gens à la vigilance, on appelle les gens à respecter les mesures barrières. C'est quand même bizarre qu'il y ait des gens aujourd'hui qui doutent de cette maladie, qui pensent que cette maladie n'existe pas. Et voilà. Le procès qui nous est fait tout le temps, c'est que la maladie ne tue pas vraiment. On n'enregistre pas vraiment de décès, surtout sur le continent africain. Et ça fait que quand on parle bien sûr de coronavirus, on se dit si réellement cette maladie existe. Surtout quand nous prenons le cas du Togo depuis l'annonce du cas index le 6 mars. On n'a pas encore atteint 30 décès au Togo. On se dit, mais est-ce qu'il n'y a pas vraiment des maladies qui tuent beaucoup plus que ça? Il faut constater que l'Afrique est moins touchée par rapport aux autres continents. Et ça s'explique comment? Il y a le jeune âge de la population africaine. Nous sommes plus jeunes comparativement, par exemple, en Europe où les gens, c'est plus les personnes âgées qui sont touchées. Donc, il est vrai que plusieurs personnes guérissent de la maladie, qu'ils aient bénéficié ou non d'un traitement, mais malheureusement, il y a quand même des décès. Donc, on ne peut pas dire que c'est parce qu'on n'a pas assez de morts que ça ne fait pas peur. Il y a d'autres qui guérissent, mais sont passés par des étapes très, très difficiles dans la prise en charge de cette maladie. Et moi, je pense qu'il ne faut pas douter, même si il n'y a pas assez de morts dû à cette pandémie. Justement, le Togo a franchi la barre de 3 chiffres, c'est-à-dire plus de 1000 cas déjà enregistrés au Togo et avec désormais plusieurs cas quotidiens qu'on enregistre. On est passé d'une dizaine de cas à une vingtaine. Au cours d'une semaine, on a enregistré près de 100 cas. Les mesures barrières fonctionnent-elles vraiment ou encore? Au Togo, disons que depuis quelques jours, nous avons dépassé les 1000 cas de contamination. Nous sommes aujourd'hui à ce jour à 1154 cas diagnostiqués au Togo.
Vous allez dire, comparativement aux autres pays, c'est pas un chiffre alarmant, mais pour nous, pour la population togolaise quand même, il s'agit d'une augmentation très inquiétante. Et on a enregistré au mois de juillet passé, en seulement un mois, nous avons constaté une réelle augmentation des cas de contamination de presque 300 cas positifs seulement au mois passé. Vous voyez, c'est alarmant. Il faudra vraiment être vigilant, respecter les mesures barrières. Ces mesures barrières fonctionnent réellement. Ça a fait des preuves. L'OMS a prouvé que ce n'est que les seuls, disons, moyens dont nous disposons pour combattre cette maladie. Ces mesures barrières fonctionnent, sauf que nous ne les appliquons pas ou les pratiquons partiellement. Donc pour moi, vu que ce sont les seuls moyens dont nous disposons, seulement il ne faut pas baisser les bras. Il faudra toujours lutter dans le bon sens, dans le sens de la prévention, pour qu'ensemble nous sortions de cette pandémie gagnant. Mais de quoi parle également de certaines voies qui semblent peut-être ignorées par le monde médical en matière de contamination. Quand on parle bien sûr du lavage systématique des mains, il faut porter le masque quand on est en public, il faut garder la distance d'au moins 1 mètre et autres. On a comme impression qu'il y a d'autres voies qui semblent être un peu ignorées ou bien qui n'ont pas été encore détectées par la science dans tout son sens, et qui peut-être peut expliquer l'augmentation de ces cas sans cesse au jour le jour. Si, aujourd'hui, si nous faisons le point de ces mesures barrières, combien de personnes nous rencontrons dans la rue qui ne portent pas de masque ou qui les portent, mais qui les portent au-dessus du menton. Donc ça, c'est pas respecté. Même si aujourd'hui, il n'y a pas réellement d'autres mesures dont on n'a pas encore fait cas. Quand on parle de la distanciation sociale aussi, plusieurs personnes ne respectent pas la distanciation sociale. Nous allons dans les marchés, même pour moi à l'hôpital aussi, dans nos salles d'attente, tellement il y a beaucoup de patients que la distanciation parfois n'est pas respectée. Vous voyez, le lavage des mains aussi, bon, normalement ce sont des gestes ou des mesures d'hygiène que tout le monde doit adopter, pas forcément attendre la Covid-19. Se laver les mains une fois qu'on revient de dehors, se laver les mains partout où nous passions. Bon, ça sont des gestes élémentaires qu'on ne comprend pas pourquoi. Gestes élémentaires, oui, mais ce n'était pas rentré dans les habitudes. Si, c'est regrettable, mais aujourd'hui... C'est regrettable, mais aujourd'hui, ce sont ces mesures. Ça ne vient pas d'ailleurs. C'est normalement ce qu'on doit faire tous les jours. Voilà. Vous avez eu à mentionner surtout le port de masque en public, à de certains lieux, même dans les centres hospitaliers autres. Que faut-il faire justement? Puisque vous nous conseillez dans le même temps d'apprendre à vivre avec la maladie, on est appelé à encore fait longtemps avec cette maladie. On ne sait pas, peut-être d'ici fin d'année 2020, les vaccins seront au point pour qu'on puisse passer étape par étape à la vaccination. Ou que faut-il faire justement à de pareilles situations dans les centres de santé, par exemple? Dans les centres de santé, il y a 2 niveaux. Il y a les patients qui, dans un centre de santé, avant d'arriver en consultation, par exemple, on doit exiger qu'un patient porte un masque, que son accompagnant aussi porte un masque. On pourra limiter au nombre d'accompagnants aussi à une seule personne. Alors que parfois, vous voyez, pour un seul patient, il y a au moins 5 ou 7 accompagnants. Vous voyez, se laver les mains avant d'intégrer. Aujourd'hui, nous saluons nos directeurs de ces centres publics. Ils ont fait beaucoup d'efforts. Il n'y a pas un centre dans lequel vous ne voyez pas le matériel, le dispositif de lavage des mains. Ça, c'est très salutaire. Ils ont fait beaucoup d'efforts. Les patients portent des masques, mais parfois, ce ne sont pas des masques vraiment commodes et tout. Mais ils font l'effort de porter des masques.
Maintenant, au niveau du personnel soignant, parce que vous avez remarqué, on a assisté quand même à une hausse des contaminations du personnel soignant. Donc, le personnel soignant, tout ce qu'on leur demande, c'est de porter le masque. Porter au moins, changer le masque chaque 3 ou 4 heures, si nous disposons de, disons, au moins à peu près 3 ou 4 masques de la journée, ce qui ne se fait pas généralement. Ça ne se fait pas, parce qu'on n'a pas assez de matériel aussi. Mais quand même, disons, si vous commencez une consultation de 8 heures jusqu'à midi, vous pouvez quand même porter 2 fois le masque, remplacer, porter au moins 4 heures ou 5 heures, après changer le masque, ce qui ne se fait pas habituellement. Il faut aussi se laver les mains après chaque examen de patient. C'est important. Ou porter, disons, les gants avant de toucher un patient ou avant de manipuler les liquides. Vous voyez ceux qui sont au laboratoire et tout. Ce sont des mesures qui sont à respecter vraiment. Il faudra, disons, qu'est-ce que je voulais dire? Porter les surblouses, surtout le personnel des urgences, dans les services d'accueil. Les surblouses permettent de protéger le personnel qui examine le patient. Aussi, ce qui est important à préciser, les cliniques privées ne doivent pas hospitaliser des cas suspects de Covid-19. Puisqu'on a une idée maintenant du protocole de traitement, l'hydroxychloroquine, et puis pour les cas compliqués, on ajoute de l'azithromycine. On a comme impression que ces cliniques-là aussi font de prise en charge discrète. Non, pour l'instant, il n'y a pas d'autorité, il n'y a aucune clinique qui soit... Est-ce qu'il y a un suivi qui est fait à ce niveau-là? Si, le ministre et son équipe veillent à tout ça, même... disons, l'autorité a refusé que les cliniques privées disposent du matériel pour le diagnostic ou pour le prélèvement de Covid-19. Tout ça, c'est pour cadrer quand même cette maladie-là, pour qu'on ne passe pas, disons, dans du laisser-aller. Donc aujourd'hui, il y a des centres agréés. Le CHR Lomé Commune est le centre de prise en charge des patients Covid-19. Si dans une clinique, vous suspectez un cas, vous avez qu'à appeler les responsables du district. Ils viendront faire le test au patient. Et s'il s'avérait que le patient est positif, on l'enverra, s'il est symptomatique, on l'enverra au CHR Lomé Commune ou dans les hôtels où les patients qui sont positifs mais qui ne sont pas symptomatiques, qui sont gardés dans les hôtels. On parle aussi, quand on parle du port de masque aussi, aujourd'hui, il y a certains points clés qui sont indexés, même dans les entreprises. Il n'y a pas vraiment un respect. Si. Si, beaucoup ne font pas attention, mais je pense que la plupart portent quand même le masque. Si les responsables des entreprises doivent être un petit peu exigeants là-dessus. Parce que si je laisse mon employé qui arrive, qui ne porte pas le masque... Dans le privé, c'est encore facile à gérer, mais dans les publics, c'est un constat qui se dégage aujourd'hui. Non, c'est pas vérifié. Beaucoup de gens respectent quand même les mesures barrières, surtout dans les services publics. Je ne pense pas que les gens ne puissent pas respecter. En tout cas, moi, je parle des hôpitaux. De ce que vous vivez dans... Si... Nous sommes au premier point du contact avec les patients, mais je sais que beaucoup ont fait quand même des efforts dans le port du masque. Le port de masque, oui, pour mieux freiner... Le lavage des mains aussi. Le lavage des mains aussi. Maintenant, les masques, il y a un autre débat qui se fait, la qualité. Il ne suffit pas de porter ces masques-là. On a comme impression, on demande aux gens de porter les masques et on assiste à un peu de tout, à de petits foulards déchirés qu'on met. Oui, pas mal les gens n'ont pas assez de moyens. C'est mieux qu'ils portent un petit foulard que de ne rien porter. C'est vrai, ils ne sont pas protégés avec ces petits foulards ou ces petits masques en tissu, mais c'est toujours mieux de porter un masque, quelle que soit la qualité, que de ne pas porter le masque. Les gens n'ont pas assez de moyens. Entre-temps, vous voyez la flambée des prix, la surenchère de ces masques, c'était trop cher.
C'est pas donner à un Togolais lambda d'aller acheter une boîte de masques à 18 000, 20 000 francs. Et ce ne sont pas des masques à utilisation, disons, à multiples utilisations. Ce sont des trucs à usage unique. Et je pense que l'option des masques en tissu n'est pas à négliger. Au moins, ils sont protégés ou nous protègent aussi. C'est mieux que de ne pas porter. Porter les masques, oui, peut-être dans les villes. Hein. Aujourd'hui, c'est clair qu'on... S'il faut noter le port du masque dans les villes principales, par exemple du Togo, on peut, sur 10, avoir 7. Mais à de certains milieux du pays, on sent quand même un relâchement total. Et certaines villes, il y a des retours qui nous sont faits bien sûr au jour le jour. Qu'à tel niveau, quand vous descendez, par exemple, vous portez un masque, on sait que lui là, peut-être qu'il vient directement de Lomé. Et on dit, mais la maladie là, c'est pour vous qui êtes bien sûr à Lomé ou bien vous qui vivez en ville. Si, il reste à continuer, à sensibiliser, à communiquer, à éduquer, surtout la population de l'intérieur. Beaucoup ne croient pas à l'existence de cette maladie. Donc pour moi, ce qu'on peut faire, c'est ce que vous êtes en train déjà de faire. Je ne sais pas si on transfère Niveau TV à l'intérieur du pays. Ah oui, mais on c'est voilà. Donc c'est de continuer à sensibiliser, à communiquer, à éduquer pour un changement de comportement. Parfait. On va s'intéresser un peu à la reprise progressive des activités économiques. Doit-on s'attendre à la multiplication des cas dans les jours qui viennent? Peut-être d'ici fin août, début septembre, surtout que l'état d'urgence est encore prolongé d'un mois. Nous savons qu'avec la reprise, disons, des activités économiques, nous allons assister probablement à une flambée des cas de contamination si nous ne nous attachions pas à la prévention. Sinon, il peut y avoir la réouverture, la reprise des activités, mais nous pouvons maîtriser la pandémie si nous nous accrochons aux mesures barrières. Vous voyez? Donc, si les mesures barrières doivent être, disons, le moyen de lutte, nous tous, nous devions lutter contre cette pandémie pour que tout ce qu'on redoute ne puisse pas arriver. Le simple respect des mesures barrières doit être la base pour nous tous. Vous voyez? Donc, accrochons-nous, respectons les mesures barrières. C'est tout ce qu'on a pour combattre le virus. Et même s'il y a réouverture de l'économie ou des activités économiques, on n'aura pas peur. Nous allons affronter le virus, mais tout en respectant les mesures barrières. Justement, quand on parle bien sûr de ces reprises des activités économiques, il y a les marchés, les déplacements inter-États et autres, même si on est d'accord que les frontières sont fermées officiellement, officieusement, il se passe beaucoup de choses à des certains niveaux de frontières détournées des pays, surtout de l'Afrique. Faut-il revoir la tactique du jeu à ce niveau-là, sensibiliser autrement ou carrément procéder à l'ouverture de ces frontières-là et conseiller au respect strict de certaines mesures barrières devant mieux aider à contenir la contamination? Aujourd'hui, disons, l'objectif, c'est de pouvoir relancer l'économie. On ne peut pas relancer l'économie en ayant les frontières fermées. Mais on peut réouvrir ces frontières, mais tout en continuant à sensibiliser, à amener les gens. On sensibilise bien sûr sur les gestes barrières, mais on fera de telle sorte que les gens puissent pratiquer ces mesures barrières. On n'a pas autre chose que ça. On ne peut pas aussi rester enfermé, fermer les frontières jusque quand? Voilà. On va manger quoi après? C'est ça. Donc pour moi, on peut réouvrir les frontières. Déjà, bon, il y a l'aéroport qui est déjà ouvert. Bientôt les frontières terrestres aussi. Mais on peut tout réouvrir. On peut vivre comme avant, mais tout en faisant attention. Tout en étant vigilant, en faisant attention, en pratiquant les gestes barrières, nous pouvons s'en sortir. Parfait.
Donc on pense qu'il faut peut-être durcir ou renforcer ces mesures barrières. S'il faut le faire, justement, on mettra l'accent particulièrement sur quel point, par exemple. Oh, bon, comme je disais tantôt, toujours sensibiliser, communiquer, éduquer sur les mesures On a barrières. comme l'impression qu'on a déjà passé cette étape de sensibilisation. Non, mais il faudra Ou, continuer. il Mais faut peut-être aujourd'hui, les gens sanctionner. ont baissé les bras. Si, nous pouvons sanctionner. Par exemple, au début de la pandémie, au Bénin, je donne l'exemple du Bénin, toute personne qui ne porte pas le masque, si un policier t'arrête ou t'attrape, on te sanctionne. Tu payes 5 000 francs. C'est pas mieux d'aller acheter un masque à 200 ou à 300 que d'être amendé à presque 500 000 francs et 5 000 francs. Vous voyez, on peut en arriver là. On peut en arriver là. Si jamais la population n'arrive pas à respecter ces mesures barrières, l'autorité sera dans l'obligation d'y restaurer les mesures restrictives ou de durcir. Ça, aujourd'hui, quand même, au Togo, quand on vous prend, vous ne portez pas le masque, ça vous coûte au moins 3 000 francs. Hein? Ah, je savais. 3 000 francs CFA. Ça a commencé depuis quelques temps quand même. Ah, d'accord, je ne savais pas. Mais c'est déjà une bonne chose. Comme ça, les gens seront droits. Ils porteront le masque. C'est vrai qu'on assiste dans les rues. Vous voyez des gens, quand ils voient le policier pas loin, ils portent le masque. Juste après avoir dépassé le policier, ils descendent le masque. Pour moi, c'est pas des bonnes pratiques. Je pense que c'est pas pour faire plaisir aux policiers qu'on le porte. Mais il faut que les gens comprennent que c'est pour leur santé, c'est pour leur prévenir la maladie. Ce n'est pas peut-être aussi une question d'habitude. On n'est pas peut-être habitué depuis là à porter le masque. On n'est pas habitué, mais la vie nous l'impose. Peut-être il faut l'imposer depuis... on n'est pas habitué, même nous, médecins. C'est vrai qu'il y a des médecins, les chirurgiens qui sont au bloc, ont l'habitude de les porter. Mais nous, praticiens, médecins, disons, nous qui sommes médecins praticiens de la médecine. Quand on dit médecine, c'est toutes les autres spécialités non chirurgicales. Nous ne sommes pas habitués au port du masque, mais nous faisons avec. Nous sommes obligés de porter ces masques. C'est vrai que on ne supporte pas, mais on est obligé. La plupart ne supportent pas. Mais comment on peut comprendre le fait qu'il y a certaines personnes qui continuent de douter de l'existence de ce virus? Nous l'avons dit tantôt, c'est le déni de la maladie. Bon, ils ne sont pas nombreux quand même, mais ils pensent que cette maladie n'existe pas. Ils pensent que c'est une invention ou une imposition ou que c'est la maladie des autres, des Blancs, c'est pas la maladie des Noirs. Mais c'est ça. Et aussi, moi je dirais, on n'a plus peur comme au début. En début de la pandémie, ça faisait peur. Quand on écoutait les médias, le nombre de décès en Italie, en Chine, en France, ça faisait peur. Mais aujourd'hui, vous l'aviez dit, lorsqu'on a commencé l'émission, avec le nombre 27 personnes qui soient décédées de Covid-19, les gens se disent que même si la maladie existe, beaucoup guérissent. Peu décèdent de la maladie. Voilà. Peut-être qu'il faut aussi revoir aussi la communication autour de la maladie au niveau médical tantôt, aussi. C'est de ne pas arrêter la sensibilisation. C'est toujours... Parce qu'il y a une crainte d'abord quand on vous déclare, par exemple, positif au Covid-19. Ça dit tout le quartier est au courant. Le quartier est au courant. On a peur aussi de la stigmatisation. Parce ce qui fait qu'il y a quand même des gens qui peut-être traînent le mal avec eux. Mais ils traînent le mal, mais en même temps, en traînant le mal chez soi, c'est qu'on complique un peu son état clinique. Parce que la prise en charge de la Covid-19 au stade de complication est très difficile. Vous voyez, les gens ont besoin d'une assistance respiratoire. Ils ont besoin de plusieurs médicaments, les anticoagulants. Et il y a toute une liste de médicaments au stade de complication. Donc pour moi, c'est pas bien de rester chez soi. Il faut toujours consulter. Et lorsqu'on consulte tôt, plus nous consultons tôt, plus on a la chance de pouvoir guérir plus tôt. Donc, quand on dit pourquoi ne pas libéraliser le dépistage pour que l'on puisse se lever un beau matin quand on se dit, bon,
je vais aller me faire dépister pour voir si c'est pas peut-être Covid ou bien c'est le paludisme qui me guette. Non, mais aujourd'hui, les gens sont libres d'aller se faire dépister à Non, c'est pour l'INH. comme c'est pour ceux-là qui viennent hein, dans le pays qui sont beaucoup plus sains. Si, bon, on suppose que si tu n'as pas de symptômes, Hum. a priori, on suppose, hein, Oui. même s'il y a des patients qui ont la maladie et qui sont asymptomatiques, on suppose que, bon, si tu n'as pas des signes qui alarmants, des signes en rapport avec la COVID-19, bon, c'est pas important. Mais je pense qu'on peut aller voir un médecin. Et le médecin fera une demande de dépistage. Moi, je le fais souvent. S'il y a quelqu'un qui vient me voir, je l'examine, je fais un bulletin et la personne va se faire dépister. Mais je pense qu'on va en arriver là. Les gens devront payer pour se faire dépister. Le pays aussi, c'est aussi là un problème. Hein. Le coût est... On parle du dépistage ou bien le truc qui est autour de 40 000. Si. 40 000 pour ceux-là qui difficilement arrivent à manger 1-2 fois par jour. Quand on va lui demander 40 000 francs pour se faire dépister. Non, mais celui qui n'a pas à manger ne viendra pas spontanément demander qu'on le dépiste. Non, mais c'est tout comme le palud de tous les jours que nous avons aujourd'hui pour le traitement aujourd'hui, du ces tests palud. coûtent quand même cher. Oui. L'État a fait beaucoup d'efforts pour disponibiliser ces tests. Ça coûte cher. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore vulgarisé le test. Peut-être qu'avec le temps, on va y arriver. Mais je pense que quelqu'un qui n'a pas assez de moyens restera chez lui, va s'isoler. Il y a aussi, lorsqu'on a quand même des petits symptômes, on est fébrile, c'est mieux de s'isoler pour protéger les siens et aussi protéger les autres. Vous êtes d'accord avec moi quand même que la sous-région ouest africaine, c'est la période bien sûr de la pluie par zone, par moment, et c'est le moment également du paludisme, quand la personne va se sentir un peu mal à l'aise. Les courbatures, voilà. La fièvre et tout. Elle va à l'hôpital, on le dit, va te faire dépister. Si dans ce cas, c'est le médecin qui demande, c'est pas le patient. Et si c'est un médecin qui fait une note et qui demande le dépistage du patient, c'est gratuit. C'est jamais payé. Donc, c'est pas le patient qui paye. C'est le médecin qui fait la demande du dépistage. En ce moment, c'est gratuit. Moi, j'en ai demandé pas mal à certains de mes patients. Ils n'ont jamais payé. Il suffit d'aller dans des... Voilà l'autre information qu'il faut donner aux gens, parce qu'on pense que en venant peut-être chez vous pour d'autres pathologies, une fois qu'on se sentira un peu, bon, on va nous réclamer des sous encore. On supplie, on se dit, bon, le mieux, il faut faire avec. Non, ce n'est jamais petits bobos là qu'on a. Non, mais c'est mieux, c'est toujours mieux de consulter. C'est toujours mieux de consulter, quitte à ce qu'après, qu'on te dise qu'il n'y a rien. Moi, j'encourage les gens à aller consulter. Parce que plus on vous voit tôt, mieux vous serez guéri totalement. Alors que si vous traînez avec le mal, les complications peuvent survenir avec les risques élevés de mortalité. Donc, nous incitons les gens à consulter plutôt. Parfait. On va essayer de voir maintenant, en dehors de ces mesures barrières, quels sont les autres types de conduites personnelles qu'on peut s'appliquer soi-même. Je suis à la maison, chez moi. Bon, je ne me fais pas trop d'idées parce que je me dis je suis seul dans ma chambre. Mais dans le même temps, je partage peut-être la maison avec d'autres colocataires qui ne pensent pas vraiment à l'ampleur de cette maladie. Quelles sont ces conduites-là que je dois m'appliquer moi-même pour éviter peut-être le pire si jamais le voisin à côté à choper la maladie, que je sois contaminé moi aussi à mon tour, pour que la maison soit prise en étau. Il y a quelques, disons, gestes qu'on peut s'appliquer. Moi, je pense que
seul à la maison, il faut systématiquement désinfecter les surfaces inertes, les surfaces inertes, les poignées de porte, le sol régulièrement avec des désinfectants. Encore les objets d'utilisation quotidienne tels que le téléphone, désinfecter systématiquement son téléphone, les bijoux pour nous les femmes, oui. Il faudra les désinfecter. Moi, généralement, par exemple, si je vais au marché, à mon retour, je désinfecte les petites monnaies, les billets, je les sèche, je les désinfecte, mon porte-monnaie et tout. Vous voyez, quand je rentre, mes chaussures sont mises de côté, je mets un petit peu du javel en bas. C'est toujours des petits moyens quand même pour lutter contre la pandémie. Pour nous, les femmes, il faudra toujours se couvrir la tête parce qu'on ne sait jamais en sortant de chez soi. Il faudra se couvrir la tête. Tout ce qu'on peut faire, c'est limiter aussi les visites avec les voisins. Vraiment sortir si c'est nécessaire. Même les visites familiales, je pense qu'il faut les limiter aussi, les sorties entre copines, la participation des baptêmes, même si c'est le voisinage. Vraiment aller si c'est important, ou en allant prendre des précautions. Voilà. Aujourd'hui, on parle bien sûr des femmes quand vous faites tresser. On a au moins 2-3 apprentis sur votre tête qui vous entourent. C'est ça, j'avais oublié. On se dit, mais est-ce qu'on est vraiment à l'abri une dame qui se fait tresser? Si, avec 2, 3, 4 apprentis. Bon, je ne sais pas comment les autres s'y prennent, mais moi, quand je vais dans un salon, j'y vais rarement parce que j'ai la tête, des cheveux coupés. Mais lorsque j'y vais, j'exige quand même qu'elle porte le masque. Moi, je porte mon masque, elle porte le masque. Et voilà. Le reste, arrivé chez moi, je vais continuer mes mesures barrières chez moi. Voilà. Parce qu'il y a aussi ce débat-là qui est fait aujourd'hui. On parle bien sûr de ces centres d'artisanat. On parle bien sûr des gestes barrières, mais pour un apprenti ou une apprentie, ils sont au nombre de 10. Le patron ou bien la patronne dit on réduit à 8 ou bien à 5. Et pourtant, il y a toujours cette cohabitation-là qui est toujours un peu serrée. C'est difficile. Et on a peut-être un bon pour les apprentis. Ils se côtoient ou elles se côtoient. Et la patronne ou le patron aussi est quelque part. Bon, on se dit, mais est-ce que ça ne peut pas être un autre vecteur de la propagation de cette maladie à coronavirus? C'est... Bon, qu'est-ce que je peux dire? C'est trouver des moyens pour amener, disons, ce personnel-là du secteur de l'artisanat à pouvoir... disons, respecter aussi autant qu'ils peuvent les mesures barrières, la distanciation, le lavage des mains systématique, le port du masque. Même si on est en train de tresser, on peut porter. C'est comme nous, médecins. Nous portons notre masque, même en examinant. Donc, elles doivent faire de même aussi. Je pense qu'ils ont besoin d'une sensibilisation, disons, une sensibilisation, accentuer la sensibilisation, la communication sur le respect strict des mesures barrières à leur niveau aussi. Parfait. On parle bien sûr des vaccins depuis quelques jours. On a annoncé des vaccins, c'est la Russie en premier lieu. Et on se dit, est-ce qu'un réel espoir dans la lutte contre cette maladie ou bon, il faut toujours espérer. Dans la lutte contre la pandémie à coronavirus, c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'étape où nous sommes, tout le monde disons, tout le monde espère vraiment qu'on découvre ou qu'on mette en place un vaccin qui sera salutaire pour nous tous, un vaccin qui sera efficace, qui nous protégera à peu près au moins à 95%
contre la maladie à coronavirus. Je tiens à rappeler qu'en matière de lutte contre le virus, il faut obligatoirement, ça c'est en médecine, hein, tout le monde connaît ça, contre toutes sortes de virus, il faudra obligatoirement faire recours à un vaccin. Et aujourd'hui, cet espoir est tourné vers les pays occidentaux, hein, parce qu'en Afrique, il n'y a pas d'équipe de recherche, disons des chercheurs qui, dans le sens là. Donc, il y a plusieurs aujourd'hui dans le monde entier, plus de 100 équipes de recherche qui sont à l'œuvre pour mettre à disposition ces vaccins-là. Mais pour le moment, il n'y a aucune équipe qui ait mis sur pied un vaccin. C'est vrai que il y a une semaine ou 10 jours, il y a Poutine qui est sorti dire que la Russie a trouvé le vaccin, mais même ce vaccin n'est même pas encore mis à disposition, c'est pas mis en vente. Il y a aussi plusieurs étapes ils n'ont pas respectées. Je pense que ce vaccin n'est pas encore disponible. Pour l'instant, il n'y a pas un vaccin disponible, mais je sais qu'il y a plusieurs équipes qui ont promis quand même la mise en place des vaccins dans les mois à venir, pourquoi pas, en novembre, décembre. Nous prions pour que d'ici la fin de l'année, qu'il soit mis sur pied un vaccin qui puisse nous aider. Aujourd'hui, ce n'est que ça. En tout cas, de notre côté, les médecins, on a espoir qu'on puisse mettre sur pied un vaccin. Ce n'est que ça qui viendra nous... C'est vrai, en dehors des mesures barrières qu'on répète et tout ça, ce n'est que le vaccin qui viendra nous sortir de cette pandémie-là. Avec toute cette panoplie de recherche qui se fait au jour le jour, est-ce qu'on n'est pas tenté de dire qu'on aura affaire à terme avec plusieurs vaccins pour une Si, même cause? Il y aura plusieurs vaccins, on jugera de ce qui est efficace, hein, même si c'est un peu comme les téléphones. Il y a les iPhones, il y a les Samsung et tout ça. Donc on verra, on choisira ce qui est bien, ce qui sera efficace, ce qui protégera la population. Parce que le vaccin, il y a des vaccins qui ne protègent pas à 100%. Hein. Donc je pense que l'OMS fera de bons choix de vaccins, même si on aura toute une liste de vaccins. Donc c'est un peu ça, hein? Si. Parfait. Je voudrais m'intéresser un peu à vous, docteur Zouheira Sesso, c'est ça? Si. J'ai bien prononcé, hein? Zouheira Sesso. Sesso, parfait. Au niveau de la cardiologie, comment est-ce que vous passez ce temps-là, bien sûr, de Covid-19? Personnellement, et dans votre cellule, comment est-ce que ça se passe? Me concernant, par rapport aux patients qui souffrent des pathologies cardiovasculaires, depuis le début de la pandémie, tout le monde, c'est connu dans le monde de la médecine, que nos patients sont des patients à risque de se faire contaminer la COVID-19, puisque nos patients sont des patients généralement hypertendus, diabétiques, qui ont déjà des complications telles que les AVC, les cardiopathies dilatées, généralement ce qu'on appelle les gros cœurs, des asthmatiques. Donc nos patients sont généralement des patients qui sont listés patients à risque de contamination de la COVID-19. C'est vrai que nous les recevons, on les incite à consulter au plus tôt. Nous veillons à tout ça, parce que souvent vous pouvez voir un patient qui a tous ces signes, la difficulté respiratoire, la toux. Souvent, il n'y a pas de fièvre, mais on essaye, on les envoie quand même faire le test. Si jamais le test est négatif, nous continuons nos soins comme si rien n'était. Donc, la COVID-19 existe, nos patients sont à risque, mais nous veillons à ce que ces patients ne soient contaminés. Est-ce que visiblement ils sont conscients de la situation? Si, ils sont conscients parce que beaucoup sont aujourd'hui avec l'ère du téléphone,
des réseaux sociaux, beaucoup sont informés. Oui. Ils sont informés. Je sais qu'en début de la pandémie, on avait fait des affiches, la Société de cardiologie. Nous avons fait quand même des affiches pour sensibiliser les patients là-dessus. La plupart sont informés, ceux qui viennent régulièrement. Il y a d'autres, ils disparaissent, ils ne viennent pas au suivi. Ils ont peur, là. Ils n'ont pas peur. D'autres, comme vous l'aviez dit, la Covid-19, comme les autres maladies, d'autres, le sentiment du bien-être fait qu'ils ne viennent pas spontanément à l'hôpital. Voilà. Est-ce que dans l'exercice de votre fonction en ce temps, depuis l'annonce de l'état d'urgence, nous étions le 1er avril dernier quand le chef de l'État s'adressait à la nation, puis le 2, jusqu'à ce jour où l'état d'urgence est prolongé d'1 mois, vous avez eu à faire avec un patient mais qui a traîné ou bien... Je suis, pour vous dire, je suis le médecin cardiologue qui est appelé souvent à prendre, lorsque l'équipe du CHR Lomé Commune, je suis celle qui va souvent pour faire les examens cardiovasculaires aux patients. Donc, pour vous dire, j'ai déjà affronté les patients Covid-19. Ça fait plusieurs fois que je vais là-bas. Même demain matin, je dois aller faire l'échographie cardiaque à deux patients. On m'a dit une adolescente et un autre patient. Donc, pour vous dire, plusieurs patients qui sont hospitalisés au CHR Lomé Commune sont des patients porteurs de pathologies cardiovasculaires. Donc, je suis la personne indiquée pour vous parler de... Ils ont souvent des... souvent, ils ont des pathologies cardiovasculaires en dehors des symptômes de la Covid-19. C'est des patients qui ont des AVC, qui ont des cardiopathies ischémiques, des cardiopathies dilatées. Bon, ça, ce sont nos termes. C'est des gens qui... Fort, oui, ce sont des gens qui... disons, des gros cœurs. Des gens qui ont le gros cœur. Des gens qui ont eu une crise cardiaque. Des fumeurs. Des asthmatiques. Des hypertendus diabétiques. Voilà, donc la plupart des enfants, ceux qui ont des problèmes de reins bloqués, l'insuffisance rénale chronique ou de pathologies cardiovasculaires infantiles, des gens qui traînent avec leur pathologie, ils sont plus exposés. C'est vrai qu'il y a d'autres pathologies. J'avais vu plusieurs personnes. Il y a une autre qui a, disons, un cancer du sein. Donc, la plupart, ceux qui décèdent ont des affections, des maladies sous-jacentes qui sont peut-être au stade compliqué. Voilà. Et très souvent, vous réussissez, vous arrivez quand même à sauver la situation. Si, nous sauvons des vies. Il y a des gens qui sont sortis de là en bonne forme, mais malheureusement, il y a d'autres qui sont décédés. Est-ce que vous pouvez nous parler d'un cas un peu délicat, comme le dit quelqu'un, qui vous a tellement fait travailler, fait réfléchir, finalement vous êtes sorti? Non, un témoignage qui... Bon, si je peux me rappeler tout de suite, récemment, on avait une patiente très obèse, une mamie de 67 ans, qui est hypertendue et qui a des difficultés respiratoires. Elle toussait beaucoup, même si j'étais en combinaison, c'était pas simple d'être à côté d'un patient Covid qui ne faisait que tousser, qui avait des difficultés à se coucher. Parce que nous, en faisant l'échographie cardiaque, le patient doit être quand même couché du côté gauche. Elle n'arrivait pas. J'ai essayé de faire ce que, au moins, je pouvais, ce que je recherchais pour la continuité du traitement, de la prise en charge. Donc, c'était le seul cas qui m'avait marqué quand même. Mais le reste, bon... Ça a pris du temps, passage au CHR. Ça a dépassé les 14 jours, très souvent. Les 14 jours, non, mais je ne suis pas là tous les jours. Moi, je suis le médecin référent en cardiologie.
on m'appelle pour des situations, disons, des patients qui nécessitent forcément une échographie cardiaque ou un avis cardio. C'est ce que je fais. Je ne suis pas. Indemne? Cette dame, elle va mieux. Elle n'est pas encore sortie, mais on m'a dit qu'elle va mieux. Demain, j'essaierai de voir son état aussi. Vous êtes satisfaite d'un boulot mais on se sacrifie. Hein. Si nous sacrifions, quand on vous voit un peu, vous voulez un peu... La médecine, c'est ça. C'est un métier, disons... noble, on n'attend pas forcément des retours, mais on est content d'avoir sauvé quand même des vies. Voilà. Avec tous les risques. Est-ce qu'on a des cardiologues quand même en nombre qui sont également à l'intérieur du pays, qui font le même boulot que vous? Aujourd'hui, nous sommes nombreux. Je sais qu'à Sokode, le médecin-chef ou le médecin responsable de la prise en charge des patients Covid, c'est mon collègue, Dr Atta, c'est un cardiologue. Et à Sokode, bon, aujourd'hui, dans presque toutes les régions, hein, à part la région des Savanes, il y a des cardiologues. Le ministère, ils ont fait beaucoup d'efforts, ils ont réparti. Il y a des cardiologues aujourd'hui. Avant, on n'était pas nombreux. Hein. On n'était pas nombreux, mais aujourd'hui, nous sommes nombreux. À Kara, par exemple, je sais qu'il y a 3 cardiologues. À Sokode, il y en a 2. À Takwame, il y a un cardiologue. Vous voyez, à Tchévier aussi, et à Sokode ici. Et à Lomé, on est nombreux. On est nombreux, les médecins cardiologues. Mais moi, je suis le médecin cardiologue du CHR Lomé commune. Donc, c'est pour ça que je suis celle... Et c'est pour ces patients-là que vous utilisez les respirateurs ou comment? Non, ça dépend. Hein. Pour l'instant, nos patients, c'est vrai, celle que je dois avoir demain. Je ne sais pas si c'est bien de parler des patients. On m'a dit juste, on donne pas le nom, on peut juste comprendre. On m'a dit que c'est une... C'est aussi ce débat-là qui se fait, hein, que des fois, il n'y a pas vraiment une prise en charge en tant que telle. Non, mais non, ça, c'est pas vérifié. Il y a un débat, c'est du genre qui est fait. Donc, il faut qu'on rassure aussi les gens qui nous suivent actuellement. Il y a des médecins qui sont aujourd'hui là-bas, 24 heures sur 24, qui prennent en charge ces patients. Il n'y a pas de débat là-dessus. Parfait. Il y a des médecins qui sont permanemment aux côtés des patients Covid-19. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Dr Zouera. Merci, monsieur. C'est un plaisir de partager ce plateau avec vous. C'est un plaisir partagé. C'est ma première fois de vous avoir sur ce plateau. J'ai eu pas mal d'invités médecins, mais vous, c'est ma première fois de vous avoir sur ce plateau. Mais avant de se séparer, cette question-là qui ne concerne pas vraiment le thème que nous avons débattu aujourd'hui, pourquoi avez-vous choisi de faire la cardiologie? Très souvent, c'est sage-femme, infirmière d'État. Voilà. Pourquoi avez-vous choisi cette spécialité-là? Bon. Moi, pendant mon cursus à l'université, j'ai eu la chance de partir en France. Vous voyez, j'ai fait mes études de la première en 3e année ici et de la 3e année qu'on a repris en France jusqu'en 6e année là-bas, puisqu'en France, c'est 6 ans de médecine. C'est pas 7 ans comme ici. J'ai eu la chance de passer dans un service d'urgence, de SAMU. Et j'ai vu que toutes les urgences étaient cardiovasculaires. Donc j'étais flattée. J'ai vu des patients, comment le cardiologue sauvait des vies. Un patient qui faisait sa crise cardiaque, on va chez la personne, on la prend en charge, on l'amène à l'hôpital, il faut faire des traces. J'étais emballée. Voilà la raison qui m'a amenée à choisir la cardiologie. C'est une bonne spécialité. C'est pas, même parmi nous les médecins, les gens savent que les cardiologues, bon, même entre nos médecins, c'est pas tout le monde qui arrive à faire la cardiologie. Donc moi, je rends grâce. J'ai pu faire cette spécialité et je suis fière
de la pratiquer. Voilà. Merci beaucoup, docteur Zouera Zisso. Je rappelle bien sûr que vous êtes médecin et cardiologue. Et pour ceux et celles qui nous ont suivis jusqu'à ce moment, merci à vous tous. Et surtout, pour ceux-là, ou celles, voilà, celles, on est déjà nombreux, hein, nous qui sommes bien sûr dans ce genre de domaine, littérature un peu. On peut faire quand même d'autres spécialités pour devenir journaliste, hein, tout comme bon nombre de gens parmi nous ici sur cette chaîne Info 1. Mais on a besoin aussi des cardiologues femmes en nombre au Togo, comme Dr Zouera Zisso. Mesdames et messieurs, très bonne suite de nos programmes à vous tous. Derrière nous, c'est l'information avec Ziara Alpha.